Alors, ce soir ou cet après-midi, c'est la première conférence sur Dante à laquelle je participe. Il y en aura peut-être d'autres, puisque c'est le 7e centenaire de la mort de Dante. Alors, le Luxembourg, il fait cet hommage grâce aux amitiés italo-luxembourgeoises à Dante, et donc ils m'ont appelé de l'Italie. La plupart de vous me connaissent parce que j'ai été ici pendant 7 ans. J'étais juste lectrice à l'université ici. Et donc, pour moi, c'est toujours un plaisir de revenir ici, de revoir les gens que je connais depuis longtemps. Mon entretien sera plus ou moins divisé en 3 parties, c'est-à-dire que la première partie est pour interpréter la vie de Dante, sa position politique et poétique aussi. Donc, portera sur la condition de Florence dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Après, je ferai un excursus, je ne sais pas si bref ou pas trop bref sur la vie de Dante, que la plupart de vous connaissent, donc on verra. Et après, je vous parlerai donc de sa figure d'intellectuel. Et surtout, mon discours abordera un peu les œuvres mineures de Dante, ce que, bon, en général, sont appelées comme ça, même si elles ne sont pas tout à fait mineures. Mais je garde la Divine Comédie pour la prochaine fois. Comme première image de Florence de la deuxième moitié du XIIIe siècle, j'avais pensé juste de vous montrer la première carte de Florence, c'est-à-dire c'est une sorte de paysage de Florence au pied de la Madonna della Misericordia, que c'est un tableau qui se trouve auprès de la confrérie de la Misericordia à Florence, dans la place de Santa Maria del Fiore. Et c'était intéressant parce que c'est une image vraiment où on voit la petite cercle de rempart, la première, celle qui a été bâtie au XIIe siècle, et à l'intérieur, donc, vous pouvez voir les maisons qui sont tous entassées, l'une à côté de l'autre, et vous ne pouvez pas reconnaître les monuments que vous connaissez depuis longtemps. C'est-à-dire parce qu'à la fin du XIIIe siècle, n'existait ni non, là c'est moderne, n'existait ni Santa Maria del Fiore, n'existait pas Santa Maria Novella, n'existait pas le palais de la Signoria, n'existait pas Sainte-Croix. Le seul monument qui existait, et dont Dante parle très souvent, c'est le baptistère. Non? Alors c'était une image très belle avec tous ces bâtiments entassés l'un à côté de l'autre, et puis avec beaucoup de tours, parce que maintenant, quand on va à Florence, on n'a pas le sens vraiment comme quand on est à San Gimignano, non? Parce que les tours n'existent presque plus, ils ont été abattus depuis longtemps. Et là, elles étaient vraiment au moment du plus grand essor, développement de ce type d'édifices qui arrivait jusqu'à 76 mètres. Non? Après, à partir de 1250, les gouverneurs ont décidé qu'on devait les baisser un peu parce que c'était vraiment une sorte de forteresse. Mais ici, vous pouvez voir quand même le centre de Florence. C'est une image moderne, mais comme ça, vous pouvez reconnaître aussi le cercle de la muraille extérieure. Ces remparts ont été bâtis à partir de la fin du XIIIe siècle, donc c'est la 3e cercle de remparts, la plus moderne, qui abritait 630 hectares. Donc c'était 3 fois plus large que la précédente. Non? Et je vous montre aussi une autre image. Là, vous voyez, là c'est une carte postérieure, c'est de la moitié du XVe siècle. Mais là, vous pouvez voir donc que les remparts extérieurs, désormais, sont complètement remplis
de bâtiments. Hein. Tandis qu'à la fin du XIIIe siècle, il y avait beaucoup d'espaces vides, il y avait des vignes, il y avait des prés, il y avait des maisons de campagne, non? Parce qu'ils avaient prévu donc, un grand essor de la ville, et comme ça ils avaient enfermé dans ces remparts une grande portion de territoire, hein, comprenant aussi les Lungarno, non, de l'autre côté. Hein. Vous voyez là, cette carte-ci, c'est une carte très fameuse qui se trouve à Berlin et qui est la carte de la chaîne, de la catena. Hein. On l'appelle comme ça, parce qu'elle était enfermée par une chaîne. Et alors, dans cet espace si large, la ville contenait, abritait 110 églises, hein, et aussi 30 hôpitaux. À la fin du XIIIe siècle, hein, c'est-à-dire les habitants, ils étaient 90 000, c'était pas beaucoup, hein, mais les églises, on ne doit pas penser que c'était vraiment des monuments très imposants, hein, c'était de petites églises. Hein. Moi, je voulais aussi vous montrer l'introduction du florin en or. Hein. C'est la première monnaie qu'on utilise en Europe, hein, et c'est donc une monnaie qui est très recherchée parce que l'or, il avait presque disparu. Au Moyen-Âge, il n'existait pas. Il existait comme valeur de référence, mais on n'échangeait pas les marchandises avec de l'argent en monnaie, non? Là, c'est les florins qui a commencé à être frappé en 1252 et qui a d'un côté le liste de Florence et de l'autre côté le baptistère Saint-Jean qui est le patron de Florence et c'est lui auquel est dédié le baptistère. Le baptistère n'était pas simplement un baptistère, était aussi une église. Hein. Là, on faisait juste des cérémonies, etc. Alors, quelle est la raison, disons, du développement de l'histoire de Florence en cette période? Alors, il y a, disons, des activités principales, hein, qui font que Florence est la ville la plus riche en Europe en cette période, hein, jusqu'à la moitié du XIVe siècle. Et c'est alors soit l'activité de la production de la laine. Hein. Alors la laine était pour la plupart importée, hein, importée de Flandre. C'était des tissus déjà, hein, mais des tissus très bruts, des tissus qu'à Florence étaient travaillés, perfectionnés, hein, et que donc étaient revendus dans toutes les places de l'Europe. Hein. Alors là, c'est l'activité, disons, productive, hein, principale, mais déjà, à cette période, il y a une activité très développée de la banque, hein, florentine. Les Médicis n'existent pas encore, ils existent, mais ils ne sont pas importants, je dis. Mais il y a plein de compagnies de citoyens florentins, hein, qui participent à des institutions bancaires, non? Alors, on verra l'art de Calimala, que c'est l'art la principale qui rassemble ceux qui étaient les grands marchands de tissus de laine, et de l'autre côté, les banquiers, non? Alors, les banquiers, ils étaient, par exemple, je vous cite simplement, je vous évoque la famille Bardi, que peut-être quelqu'un de vous connaît parce que la famille Bardi a une chapelle consacrée à cette famille dans l'église de Sainte-Croix et qui a été peinte par Giotto. Hein. Donc, si quelqu'un va à Florence, c'est la chose la plus intéressante, peut-être à part les tombeaux des grands intellectuels italiens. Et donc, alors, il y a tous ces banquiers, hein, qui ont des relations très importantes. Par exemple, ils étaient les trésoriers officiels des Anjou à Naples. Ils étaient aussi ceux qui prêtaient de l'argent au pape, hein, à Rome. Donc, et ce sont des activités bancaires donc, qui apportent beaucoup d'argent et que vers la moitié du XIVe siècle, ils tomberont en crise parce que
les prêts que les princes avaient oui, demandé, obtenus, on ne les paye plus, et donc comme ça, il y aura cette grande crise des banques florentines vers la moitié du XIVe siècle. Ce sont des faits qui impliquent, par exemple, aussi la vie de Boccace. Boccace, il était un jeune banquier et il doit revenir de Naples parce que son père il a fait faillite. Les classes sociales les plus importantes à Florence, ce sont les classes représentées par les arts. Les arts, ce sont des corporations, non? Vous savez qu'est-ce que c'est une corporation? Corporation, c'est une sorte de syndicat, hein, mais qui réunit ensemble soit les patrons, c'est-à-dire ceux qui possèdent les usines, les entreprises, et les ouvriers. Vous pouvez imaginer quelle est la possibilité de contratation des ouvriers, non? Ce sont évidemment les patrons qui décident le prix des tissus et la qualité de ces tissus, non? C'était donc des organisations qui devaient organiser tout le travail de chaque art, hein, mais même dans les moindres détails. Hein, comment devaient être donc, les tissus du futin, je ne sais pas, du brocart, des choses comme ça. Alors, les arts, hein, qui naissent plus ou moins hein, à la moitié du XIIIe siècle, sont divisés en plusieurs arts. Alors, les plus importantes, celles auxquelles sera confié à la fin du XIIIe siècle les pouvoirs politiques dans la ville, ce sont donc l'art de Calimala, s'appelle comme ça, mais c'est l'art qui rassemble les grands marchands, hein, les grands commerçants internationaux, hein, qui ont des filiales un peu partout en Europe, et aussi les banquiers. Hein. À côté, il y a l'art de la soie aussi, parce qu'elle est développée à Florence, mais surtout à Lucques. Et puis, il y a l'art des notaires et des juges, il y a l'art des médecins et des pharmaciens, hein, il faut se le rappeler parce que Dante il devra s'inscrire hein, à l'art des médecins pour pouvoir participer à la vie politique. Et il y a ceux qui produisent, par exemple, des fourrures, hein, elles sont les plus importantes, donc elles sont 7. Hein. Et il y a aussi des arts mineurs, hein, c'est-à-dire des arts qui rassemblent par exemple certains secteurs de l'économie qui sont moins importants, mais qui ne peuvent pas accéder à la vie politique. Hein. C'est-à-dire que les arts mineurs, il y aura de grandes luttes au cours du XIVe siècle dans lesquelles les arts mineurs revendiquent la participation au pouvoir. Hein. Par exemple, quand il y aura la révolte des Ciompi. Mais ça, à la fin, ça n'a pas marché, disons. Alors, cette activité économique qui font que Florence, elle devienne très riche, donc, sont les témoignages que la bourgeoisie s'est développée, et aux dépenses des autres classes sociales. Par exemple, l'ancienne aristocratie, elle était présente à Florence, parce qu'il y avait beaucoup disons, de comtes ou de ducs ou des nobles féodaux qui s'étaient transplantés dans la ville à partir du XIIe siècle. Mais à partir de cet essor économique, la classe féodale, elle est mise d'un côté. Et il y a un événement très important que c'est les ordinamenti di Giano della Bella, c'est-à-dire une loi qui a été approuvée en 1293 et qui prévoyait que seulement que la noblesse ne pouvait pas du tout participer à la vie politique. Il y a dans cette loi une liste de familles nobles florentines, nom de famille, qui ne peuvent absolument pas participer à la vie politique, qui sont exclus à jamais. Et donc, c'est, disons, l'événement, celui-ci, qui marque effectivement la prise du pouvoir de la part de la bourgeoisie.
à Florence, donc, il faut aussi suivre très attentivement un peu la lutte entre les partis politiques, hein, parce que Florence, elle a été toujours la ville la plus tumultueuse, hein, de toute l'Italie. Hein. Et disons que cette vie sociale si compliquée et pleine de luttes intestines, pleine de conflits, a duré très 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 longtemps, parce que Florence s'est transformée en seigneurie seulement à partir de la moitié du XVe siècle. Dans toutes les autres villes d'Italie, déjà, il y avait des seigneurs à partir de la fin du XIIIe siècle. Donc, à Florence, cette lutte entre les différents, disons, alliances de familles, partis politiques, a duré très, très, très longtemps. Hein. Mais ça n'a pas empêché que Florence devenait une ville très importante du point de vue économique et aussi du point de vue politique. Hein. Donc, on ne veut pas dire, hein, que les luttes politiques provoquent la décadence d'une ville. Hein. Il faut réfléchir un peu sur ces points. Donc, du point de vue alors des rassemblements politiques, à Florence, comme dans toutes les villes d'Italie, non, il y avait deux partis, le parti Gibelin, le parti de Guelph, non, vous les connaissez très bien. Les partis de Gibelin et de Guelph, donc, il prend la relève selon les événements internationaux, c'est-à-dire que ça dépendait surtout du fait qu'il y avait ou pas un empereur ou un chef, disons, d'un parti. Alors, le parti Gibelin, il peut rester au pouvoir à Florence, hein, durant un temps assez bref, entre 1260 et 1266, mais après la mort de Manfredi en 1266, le parti Gibelin à Florence, il disparaît. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de Gibelins. Les Gibelins ont été envoyés en exil, parce que la lutte politique, ça voulait dire ça. Hein. C'est-à-dire que le parti qui prenait le pouvoir, alors il faisait ça, hein. Il envoyait en exil les membres du parti opposé, il pouvait les envoyer au bûcher, c'était tout à fait normal. On confisquait tous les biens de ces personnes-là, et les enfants aussi, quand ils atteignaient l'âge majeur, c'est-à-dire à 14 ans, ils devaient s'enfuir de Florence parce que sinon ils pouvaient être atteints par la même condamnation de leur père. Hein. Donc, on pense toujours que Florence, c'est un peu, non, la ville comme Athènes. Là, c'est un mythe que les Florentins ont bâti dans leur histoire. Hein. C'est-à-dire que les Florentins ont toujours dit, oui, nous, on est une ville démocratique, tous les gens peuvent participer à la vie politique et donc partager le pouvoir. Mais la vie politique, elle était aussi ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a des conflits si violents et si cruants qu'à la fin de ces conflits, qui étaient perpétuels, hein, à Florence, donc ceux qui appartenaient au parti opposé devaient s'en aller. Ils partaient, d'abord ils se rendaient compte et ils partaient en exil avant d'être frappés, affectés par une condamnation. Mais en général, c'est resté là. Par exemple, la famille de Farinata degli Uberti, no, qui est un des personnages politiques dont Dante parle dans le deuxième chant de l'enfer. Donc les Uberti, ils étaient des Gibelins, ils avaient gagné la bataille de Montaperti en 1260. Ben, quand leur parti perd, hein, alors ils sont envoyés en exil, ils ont été tués pour la plupart, et toutes les maisons qu'ils possédaient ont été abattues, et c'est de là qu'on a fait la place de la Signoria. La place de la Signoria a été faite par le débris de maisons des Uberti. Donc c'est... Alors, je vous disais, le parti Gibelin, à partir de 1266, n'a plus de sens à Florence, parce qu'il n'y a plus un empereur ou un chef, disons, politique laïque auquel faire référence. Là, c'est le palais de la part Guelfa, c'est-à-dire le palais du parti Guelf, hein, à Florence.
Alors je disais, à Florence, puisque les divisions à l'intérieur de la ville étaient très fortes, il y avait d'un côté la grande bourgeoisie et de l'autre côté la petite bourgeoisie, les artisans, hein, et donc le parti guelfe se divise en deux. Hein. Donc il y aura deux partis, le guelfe blanc et le guelfe noir, hein, et juste qui rassemble un peu des alliances de familles hein, qui sont représentées soit par la grande bourgeoisie ou la petite bourgeoisie ou les artisans, les ouvriers aussi. Non? Les arts ont dans leurs mains les pouvoirs de la ville à partir de 1293. Hein. Alors les arts, ils nomment une magistrature qui s'appelle les prieurs de l'art. Les prieurs sont 7, ils restent en charge 2 mois. Hein. Toutes les magistratures à Florence non, sont temporaires, ne durent pas beaucoup. Hein. Le podestat il dure un an. Et donc les prieurs, ils se retrouvent juste pour gérer les questions les plus importantes, c'est-à-dire par exemple la formulation du bilan, par exemple le contrôle des autres magistratures et des conseils des assemblées des citoyens, ou sinon par exemple pour décider quelle guerre faire ou quelle alliance, et il s'est retrouvé dans cette tour-là, qui est la tour de la Castagne, de la Châtaigne. Alors, de la maison de Dante, on tourne le coin, et c'est là. C'est juste à 10 mètres, pas plus. Quand Dante est devenu prieur, et il a donc participé à cette magistrature, il devait faire vraiment 3 pas pour y aller. Mais les prieurs, ils étaient enfermés dans la tour de la Castagne. Ils ne pouvaient pas sortir pendant les 2 mois qu'ils restaient dans leur charge. Parce qu'on craignait toujours, vous savez, la corruption, le fait qu'ils pouvaient contacter des citoyens pour les favoriser. Et donc, alors, ils devaient rester là, comme en prison, pendant 2 mois. Hein. Il y a d'autres magistratures qui sont assez importantes, comme les podestats. Hein. Les podestats, c'est un peu un résidu du passé, parce qu'auparavant, les communes en Italie étaient régies par des podestats, hein, qui restaient en charge juste 1 an, comme je vous ai dit, et qui devaient venir de l'étranger, ne pouvaient pas être de la ville, parce qu'ils devaient être au-dessus de la mêlée, ne pouvaient pas avoir des intérêts dans la ville. Et donc le podestat, d'abord, il siégeait dans le Bargello, parce que le Bargello il existait déjà à la fin du XIIIe siècle, hein, et où il y avait aussi le capitaine du peuple, celui qui était un peu le défenseur de la ville. Et bon, maintenant, tout le monde sait que le Bargello, il est devenu après une prison, et maintenant c'est un musée. Hein. Et puis il y avait ces conseils assez démocratique, parce que tout citoyen florentin pouvait participer à la vie politique. C'est-à-dire que pourvu qu'il était inscrit à un art, et en 1295, il y a une petite réforme, hein, mais c'était important elle aussi, qui prévoit que les nobles peuvent s'inscrire en art, ce qui était défendu hein, des ans avant. Ils peuvent s'inscrire en art, mais même s'ils ne l'exercent pas, mais comme ça, s'ils s'inscrivent, ils peuvent donc avoir accès aux charges politiques, aux charges administratives de Florence. Hein. Bon, les nobles, en général, n'aiment pas trop participer, s'inscrire en art, parce que ça va un peu contre l'orgueil de leur classe aristocratique. Hein. Mais, par exemple, Dante, qui est un personnage de petite noblesse, il s'inscrit à l'art des pharmaciens et des médecins, mais lui, il n'a jamais exercé l'art. Dante n'a jamais rien fait hein, comme activité économique. Hein. C'est pour cela qu'il a eu beaucoup de difficultés. Ici, c'est la division de Florence, la division en sestiers. Florence était divisée en sestiers à ce temps-là, après en quartier, hein,
Mais alors, c'était un cestier comme Venise. Vous voyez là, cette pointe verte, hein, la pointe verte qui s'inscrit un peu, qui touche les jaunes. Là, c'est vraiment le centre de Florence. Ce cestier-là s'appelle San Pietro. Et Dante, il vivait là, à côté des monuments que je vous ai déjà évoqués. Mais par exemple, les familles de Cerchi, qui étaient un peu les chefs des Guelfes blancs, et la famille de Donati, qui sont les chefs du Parti noir, sont juste à côté. Il y a deux tours, et là, c'est vraiment le centre-ville. Alors, Dante, où est qu'il est né? Alors, là. Donc, celle-ci, c'est la maison de Dante. Alors, elle n'est pas l'original, parce que l'original, elle a disparu au cours du XVe siècle. Hein. Ça existait encore à la moitié du XVe, mais après, on l'a abattue. Et donc, elle a été reconstruite au XIXe siècle et elle se présente comme ici. Ça vaut la peine d'aller la voir, même si ce n'est pas vraiment la maison de Dante, parce que vous pouvez, par exemple, voir des documents qui sont des copies, mais ce sont des documents très importants. Par exemple, il y a la copie, peut-être que je l'ai, attendez, là. Celle-ci, par exemple, c'est la copie de la sentence par laquelle Dante a été condamné à l'exil, celle du début du 1302. Vous voyez la petite main là, ça dit Durante Alighieri, parce que Dante, son prénom, c'était effectivement Durante, c'était pas Dante, mais tout le monde le connaissait comme ça. Hein. Donc Dante, il appartient à une famille de petite noblesse, car un de ses ancêtres, qui s'appelait Cacciaguida, dont il parle dans Trois chants du paradis, il avait été anobli par l'empereur Conrad durant la deuxième croisade. Hein. On ne sait pas vraiment si c'était noble, mais de toute façon, sa famille n'était pas riche. Son père, il était usurier. Il faisait de petits prêts, c'était pas il n'appartenait pas à une grande compagnie de banquiers, mais presque chaque citoyen à Florence exerçait un peu, vendait, achetait des biens ou prêtait de l'argent, parce que c'est une économie en grand essor, donc on a toujours besoin d'argent et d'un commerce très, très développé. Et alors là, je dis à l'intérieur, il y a donc ces documents qui sont très intéressants, et aussi il y a par exemple des reconstructions de la ville de Florence, comment elle était, quels sont les monuments, où par exemple sont les sièges des différents arts, donc c'est assez intéressant je trouve. Son père, donc, il vivait de ça, il possédait 3 terrains, mais pas grand-chose, il ne tirait pas de l'argent de ces terrains et des maisons qu'il possédait à la campagne. Et il tirait quelques produits de la terre, mais pas de l'argent. Donc, il devait exercer une autre profession. C'était ça. Et son père de Dante, il meurt très tôt, quand Dante il avait 10 ans. Il avait été resté veuf. Avant, il s'était remarié. Et Dante, il a eu donc un demi-frère qui s'appelle Francesco, et ce demi-frère, ça a été très important pour lui parce que ce frère l'a aidé durant toute sa vie. C'est-à-dire qu'il lui a prêté de l'argent, il a offert des garanties pour les prêts de Dante, parce que Dante, oui, il a eu quelques revenus quand il était, par exemple, ambassadeur ou écrivait des lettres pour les gens importants de cette période, mais il n'avait pas vraiment une rente certaine dans sa vie, donc, et il n'a pas exercé aucune profession. Il aurait pu devenir juge ou, je ne sais pas, ou notaire, mais lui, Dante, ce n'est pas vraiment la personne qui, disons, qui avait un penchant pour la vie active, pour la vie
pratique, disons, pour le commerce. Je vous ai dit que Dante, il était fils d'un usurier, non? Mais les usuriers, Dante les condamne dans l'enfer. Hein? Là, c'est bon, une des images de ce chant des usuriers. Les usuriers sont des gens qui ont péché contre la nature et l'art, sont des violents contre la nature et l'art. Ça voulait dire que, parce qu'ils ont tiré de l'argent même. Et donc, vous savez que c'était défendu hein, au Moyen-Âge, parce que ça voulait dire que les gens, que ceux qui prêtaient de l'argent, hein, tiraient parti du fait que le temps passait. Non? On prêtait de l'argent à un certain moment, et puis on demandait plus d'argent quand on devait juste quand les gens devaient les payer. Alors, ça voulait dire donc s'emparer du temps. Mais le temps, ça appartient à Dieu. Et donc, c'était une activité condamnée. On cherchait, puis, bon, quelques moyens pour éviter la condamnation, mais l'Église n'admettait pas hein, l'usure. Hein. C'était les Juifs en général qui exerçaient cette activité. Alors là, ce sont donc les usuriers qui sont exposés à des flocons de feu. Hein, et ils ont leur emblème, l'emblème que vous voyez, c'est celui de la famille. Et celui au centre, c'est l'emblème de la famille des Scrovegni, la scrofa, la truie. Hein, il y a comme emblème la truie, parce que ce sont les Scrovegni. Scrovegni, ça vient de scrofa, que c'est la truie. Hein, et donc, c'est celui dont le fils a fait bâtir la chapelle des Scrovegni, hein, par Giotto, hein, juste pour obtenir le pardon de son activité, parce qu'il était usurier. Hein. Et ici, il y a un peu la rencontre de Dante avec son ancêtre Cacciaguida, qui lui explique comment il est devenu noble. Non? Il dit « Puis j'ai suivi l'empereur Conrad, il me fit chevalier dans son armée, et de mon bon ouvrage fut reconnaissant. Derrière lui, j'allais contre l'iniquité de cette loi par laquelle le peuple usurpe, par la faute des pasteurs, votre justice. » C'est-à-dire que Cacciaguida, il est parti en croisade non, pour récupérer Jérusalem, donc pour récupérer les lieux saints, que par la faute des papes hein, sont dans les mains des musulmans. C'était ça. Ici, c'est le portrait de Dante. On dit que c'est l'unique portrait réel et qu'il s'est attribué à Giotto et qui se trouve maintenant dans le palais du Bargello. Hein. Alors, et là, vous pouvez voir la description hein, que Boccace fait de l'aspect de Dante. Alors, Boccace, tout le monde le connaît, non? C'est l'auteur du Decameron. Et Boccace, il a vécu... il n'est pas contemporain vraiment de Dante, hein, parce que Boccace il est né en 1313 et donc à la mort de Dante, lui, il avait 8 ans. Hein. Mais lui, il vivait à Florence, il a connu plein de gens qui avaient connu Dante. Et donc, il avait des informations directes hein, de comment il était. Donc, il était, non, il dit, qui était de hauteur médiocre, long visage, grand mâchoire, dont l'inférieur surmontait la supérieure, et un peu courbé, aux yeux grands, les cheveux, la barbe noire, et l'aspect mélancolique et pensif. Hein. Là, c'est la description. Nous, on n'a rien de la main de Dante, non? On ne possède aucun autographe, aucun document authentique. Donc, nous, on peut reconstruire la vie de Dante à partir de ses œuvres, surtout de la Divine Comédie, quand il parle... par exemple là, de son ancêtre qui a vécu au XIIe siècle. Et sinon, on a des témoignages, mais ce sont des témoignages indirects, par Boccace qui a écrit un traité, un petit traité s'appelle Sur la vie de Dante, ou bien sur les chroniques, les chroniqueurs qui ont écrit sur l'histoire de Florence, par exemple Giovanni Villani, qui nous raconte très bien les événements de la fin du XIIIe siècle. Hein. Puis il y a eu d'autres
par exemple, le chancelier Leonardo Bruni, non, au XVe siècle, qui l'a écrit, mais là, il est déjà trop loin du point de vue chronologique. Hein. Et puis, on a ce qu'on appelle les codes diplomatiques de Dante, ça voulait dire donc l'ensemble des documents officiels, ce qu'on retrouve dans les archives, hein, et qui on touche la famille de Dante, par exemple le contrat de mariage, la dot qu'il a reçu, tout ça, ou la vente de biens. Non? Là, il y a des documents officiels qui se sont gardés, hein, parce que Florence, il y a des archives infinies, hein, parce qu'ils ont, ils ont gardé tout, et ils ont bien fait. Hein. Mais, donc cela, c'est son portrait, peut-être ça correspond. Je vous avais mis aussi ce que peut-être vous connaissez mieux, hein, parce que c'est l'image que vous retrouvez dans l'église de Santa Maria del Fiore, non? Quand on entre, c'est juste sur la gauche. Mais là, c'est un portrait, disons, idéal du XVe siècle, où Domenico di Michelino a voulu aussi représenter les trois règne l'enfer, le purgatoire, le paradis. Le paradis, c'est l'ensemble de ces cieux, hein, que vous voyez là. Hein. Il n'y a pas vraiment de personnages représentés. Et à côté, il y a Florence. Mais vous voyez, Florence, c'est déjà la Florence d'aujourd'hui, presque. Alors, je voulais juste raconter un peu l'éducation de Dante. Hein. C'est intéressant de voir qu'à Florence, tout le monde savait lire, écrire et faire des calculs. C'est-à-dire que Giovanni Villani nous raconte qu'à cette période, 10 000 enfants, chaque année, fréquentaient les écoles. C'était des écoles, pour la plupart, c'était des écoles privées. Il y avait des enseignants qui s'appelaient doctores puerorum, des enfants, hein, et donc qui étaient payés par les familles et qui enseignaient d'abord ce qui était les rudiments, les fondements du savoir, c'est-à-dire écrire, lire. Et c'est intéressant aussi de savoir que même les femmes, elles allaient à l'école, hein, les filles, elles allaient à l'école, ce n'était pas réservé aux hommes. Donc, on dit qu'à Florence, l'analphabétisme n'existait pas à ce moment-là. Et donc, après cette première phase d'éducation, il y en avait une autre dans laquelle les étudiants apprenaient les trois, disons, disciplines, la logique, pour bien apprendre à disputer, à écrire en latin, hein, et donc à utiliser les instruments de la démonstration, hein, le syllogisme par exemple, hein, pour devenir des gens cultivés, hein, et pour pouvoir aussi défendre leurs affaires, hein, parce que c'était aussi ça. Et là, il y avait 500 enfants, hein, chaque année qui suivaient leurs cours supérieurs. Hein. Donc Dante, il aura fait tout ça, cette sorte de cursus honorum, je dis, mais ça ne suffit pas, je dis, pour la préparation que Dante nous montre dans le livre qu'il a écrit. Ce n'est pas suffisant de connaître très bien, par exemple, la logique d'Aristote ou les rudiments du latin. Non, lui, il connaît le latin parfaitement. Il a toujours été recherché parce qu'il écrivait des lettres pour les puissants de ces moments, parce que c'était des lettres magnifiques. Hein. Et donc, il avait aussi besoin d'avoir des compétences supérieures. Ce qu'il a attiré, par exemple, de l'enseignement d'un intellectuel florentin qui s'appelle Brunetto Latini, hein, qui était surtout un connaisseur de la rhétorique latine, hein, bien sûr, et aussi qui avait des intérêts encyclopédiques. Il a écrit un trésor, je dis trésor, mais c'est le vrai titre de cette œuvre parce que c'est écrit en français. Il était exilé, comme la plupart des Florentins. Il était parti en exil à Toulouse, donc il a écrit cette œuvre en français. Non? Et Dante nous dit qu'il a suivi, pas
vraiment des cours systématiques. Il a écouté peut-être des leçons de ses maîtres, mais il ne donnait pas vraiment, n'était pas vraiment un enseignant. Donc pour Brunetto Latini, je vous ai mis juste une autre image tirée d'un manuscrit de la Divine Comédie, parce que son maître, c'est Brunetto Latini, il est puni en enfer en tant qu'homosexuel. Et Dante, il montre vraiment une sorte de grande estime, révérence vers ce personnage, mais il doit le condamner à l'enfer parce qu'il était homosexuel, donc il avait péché contre nature. Et il est tout nu là, et il y a toujours des flocons de feu qui tombent dans nous. Et donc, quand ils se rencontrent, Dante, il prononce ces mots. Si mon désir était exaucé, lui répondis-je, vous ne seriez pas encore banni de la vie humaine, car dans mes mémoires est gravé, et à présent m'afflige, la chère et bonne image paternelle de vous, lorsque dans le monde de temps en temps, vous m'enseignez comment l'homme devient éternel. Donc, ce n'est pas un enseignement systématique parce qu'il dit de temps en temps. Et combien j'en ai de gratitude pendant que je vis, il convient que dans ma langue, cela paraisse. Donc ça a été... Mais Dante, ensuite, après cette éducation, il a d'abord fréquenté les écoles auprès des dominicains et des franciscains qui se trouvaient à Florence. Je vous ai dit que les églises n'existaient pas encore, mais les monastères ils se sont implantés juste au début du XIIIe siècle. Et là, il a pu donc suivre les cours de théologie, des philosophies thomistiques, c'est-à-dire qui fondaient ensemble la logique d'Aristote avec la théologie chrétienne, auprès de Santa Maria Novella, et aussi il a passé quelque temps à Bologne. On est sûr désormais qu'il a passé au moins une année, dans les années 85, plus ou moins, à Bologne, parce qu'à Florence, il n'a jamais eu un studium, c'est-à-dire une université en cette période. Ils ont cherché à un certain moment de l'implanter, mais n'a pas réussi. Il y avait une à Sienne, mais bon, Bologne c'était la plus connue et la plus réputée, donc il est allé étudier à Bologne, parce que là, par exemple, Dante, il a beaucoup de compétences aussi juridiques, et donc le droit, on devait l'apprendre là. On parle aussi, mais là, peut-être, je vous en parlerai après, d'un séjour, mais plus tardif, à Paris, parce qu'à un certain moment, dans un chant, le chant 11e du Paradis, il parle de la rue de la Foire, et c'était la rue où la Sorbonne avait été fondée, et donc s'est levée. Mais peut-être que Dante, dans sa Divine Comédie, il parle de la frontière de l'Italie, il va jusqu'à Arles, il parle des Aliscans d'Arles, par exemple, mais il ne décrit jamais une autre partie de la France. Donc, comme ça, on pense que peut-être ce séjour à Paris n'a pas eu vraiment, c'est pas réalisé. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de sa vie privée, disons, sentimentale. Alors, je vous en parle très brièvement. Alors, Dante s'est marié qu'il avait 18 ans. Et sa femme, qui s'appelle Gemma Donati, qui était une lointaine cousine de Corso Donati, c'est-à-dire le chef des Noirs. D'elle, on ne sait rien. Si, on connaît son père. Son père, il était un personnage assez important. Il a prêté lui aussi de l'argent à Dante, il faut le dire. Mais Dante n'en parle jamais de sa femme. On ne sait même pas si, pendant les années de l'exil, elle a suivi son mari ou elle est restée à Florence. Il y a seulement un document qui se réfère à elle quand elle revient juste elle entre à Florence pour récupérer sa dot. C'est tout.
Donc, sur sa vie matrimoniale, on ne peut rien dire. Il a eu, oui, 3 enfants, hein, peut-être 4, mais on est certain de 3, c'est-à-dire Pietro, Jacopo et Antonia, mais ils ne sont jamais reportés dans les œuvres de Dante. Dante n'en parle jamais. Donc, ils seront restés peut-être à Florence juste au moment quand ils sont devenus majeurs, à 14 ans, parce qu'à 14 ans, ils ont dû partir quand Dante est condamné à l'exil et à la mort. Alors, mais la femme la plus importante de sa vie a été Béatrice. Hein? Donc, Béatrice, l'œuvre qui raconte cette histoire d'amour, entre guillemets, hein, avec Béatrice, c'est la vie nouvelle, c'est son œuvre juvénile, celle par laquelle il a obtenu une grande renommée à Florence. Dante, il était déjà très connu à Florence par ses compétences et son habileté poétique à partir de textes poétiques qu'il a écrits pour Béatrice. Hein. La vie nouvelle, c'est un texte un peu bizarre parce que c'est à l'intérieur il y a des compositions poétiques, c'est-à-dire des sonnets, des chansons, mais il y a aussi à l'intérieur de chaque chapitre une partie qui raconte l'épisode lié à une rencontre avec Béatrice, au moment où elle lui interdit de la saluer, donc la mort de Béatrice. Donc il y a une partie qui se réfère à une reconstruction, mais c'est une reconstruction tout à fait poétique et idéale. On ne peut pas vraiment tirer des données biographiques de ces romans sentimentaux, non? Et puis dans la partie suivante, après les sonnets, Dante, il fait les commentaires de son texte. C'est aussi intéressant parce que Dante, il est aussi un critique de lui-même. Hein. Et alors, Béatrice, elle meurt en 1290, donc, mais quand Dante la rencontre, disons, à 18 ans, quand Dante il avait 18 ans, il tombe amoureux d'elle, elle était déjà mariée. Elle était mariée à un Simone de Bardi, qui c'était juste un des associés de la compagnie de Bardi, hein, très riche, qui habitait sur le Lungarno, de l'autre côté. Et donc, bon, c'était un amour tout à fait platonique. Hein. Et Dante, il nous raconte un peu l'évolution de cet amour, parce que d'abord, il chante cette figure, Béatrice, comme si c'était une femme de la poésie provençale, c'est-à-dire une femme envers laquelle on a un sentiment, que c'est un sentiment terrain, disons, qui a des implications sensuelles aussi. Hein. Mais Dante, ensuite, il abandonne, disons, ce type d'amour, il le change dans une sorte de caritas, c'est-à-dire d'amour spiritualisé, et cet amour, c'est réduit simplement, hein, il a comme manifestation extérieure simplement les louanges de la femme aimée. Donc Dante, il ne doit que louer sa femme. C'est tout. Hein. Il n'aspire plus à une réciprocité, à une compensation de n'importe quel genre. Hein. Là, c'est tout. Béatrice, elle devient le guide de Dante, hein, à travers les paradis. Hein. Dante la rencontre sur le sommet du purgatoire, hein, et après c'est elle qui l'accompagne à travers les cieux, hein, jusqu'à la vision de Dieu. Hein. Là, c'est un peu une enluminure. Et là, j'ai mis donc, un portrait, c'est pas un portrait, c'est un tableau de Dante Gabriele Rossetti, parce qu'il a ce titre, Beata Beatrix, c'est-à-dire que Béatrice, aussi le nom de Béatrice, c'est un nom omen, c'est un nomen omen, c'est-à-dire qu'il y a la signification dans le nom, hein, de celle qui est sa fonction. Sa fonction, c'est de conduire Dante à la béatitude, c'est-à-dire au bonheur
éternelle. Ça, c'est l'hôpital de Santa Maria Nuova qui a été fondé par le père de Béatrice à Florence. C'est l'unique hôpital qui existe encore au centre-ville et qui marche très bien, hein, et qui a lui aussi une galerie de tableaux très importantes à voir. J'ai encore quelque chose à vous dire sur l'activité, disons, militaire de Dante. Alors Dante, il a combattu, hein, il a été parmi les cavaliers à Campaldino en 1289. Hein. Campaldino, c'est tout près de Poppi, je ne sais pas, c'est le Casentino. Hein. C'est donc la vallée, un peu, de l'Arno, hein, la première partie, et où Dante reviendra après, durant son exil, chez la famille de Guidi. Et donc là, bon, c'est le monument qu'on a bâti au XVIe siècle, je ne sais pas, sur le lieu de la bataille, hein, à Campaldino. Donc Dante, il était un cavalier. Il paraît qu'il ne se... Bah, bon, je sais un peu des rumeurs, hein, sur sa vie. Non, parce qu'il paraît que la cavalerie, elle s'est enfuie tout de suite durant cette bataille, mais les autres, l'infanterie a réagi, et donc à la fin, ils ont gagné la bataille. À la fin, les Florentins ont décidé des prix pour les gens qui s'étaient bien comportés durant, et Dante n'est pas là, hein, je vous le dis, parce qu'il paraît que toute la cavalerie s'est enfuie. Hein. Mais ça ne fait rien. Et puis il a participé à une autre campagne militaire. C'était le siège du château de Caprona, près de Pisa, dans un moment où Florence voulait s'emparer de Pisa, mais après, elle n'a pas continué cette campagne. Donc, en 1295, Dante, enfin, entame sa vie politique, celle qui sera sa ruine, hein, parce que... Donc, il participe d'abord à ces conseils, disons, démocratiques où il prend la parole plusieurs fois. Il y a la registration, hein, de ces conseils. Donc, on sait ce que Dante a dit à une telle occasion, qu'il a été chargé, par exemple, dans une commission, il devait s'occuper, il y avait une route qui était toute pleine de tournants, dont il devait décider comment la redresser. C'était des choses comme ça, mais tout est enregistré, il y a tout, hein, à Florence. C'est extraordinaire tout ça. Et je dis, donc lui, après ses premières expériences, en été de 1300, il est nommé prieur par son art. Hein. Et donc, pour 2 mois, les mois de juin, la fin juin, juillet et moitié août, il est dans les prieurs de la ville, et donc il prend des décisions avec les autres, hein, n'est pas seul, qui sont plutôt douteuses. C'est-à-dire, par exemple, il envoie en exil les chefs de 2 partis, donc des guelfes blancs ou des guelfes noirs. Hein, mais les guelfes blancs, ils sont rappelés de cet exil, tandis que les noirs, ils sont laissés, non? Les guelfes blancs, ils sont allés, on les avait envoyés à Sarzana et les autres à Città di Castello, mais les blancs, ils peuvent revenir et les noirs, non. Donc là, ça voulait dire, après, qu'il y aura des vengeances, qu'il y aura donc des révoltes contre les blancs, parce que Et donc, lui, il a envoyé aussi en exil son ami Guido Cavalcanti, que c'était son ami et un poète très important qui l'a précédé. Et puis, il a participé à des décisions dans lesquelles Boniface VIII, il avait demandé des aides financières pour combattre ces luttes, ces guerres personnelles contre les colonnes et après les Aldobrandeschi. Hein, et lui, il n'était pas trop favorable à l'envoi de cette aide financière et aussi des soldats, une petite compagnie de soldats. Et donc là, c'est un peu la source, disons, de la haine que Boniface VIII a démontrée vers Dante. Non? Et Dante, il est envoyé en 1301
une ambassade à Rome, juste auprès de Boniface VIII, mais pendant ce temps, Boniface VIII, il envoie Charles, qui est le frère du roi Philippe le Bel, à Florence pour apaiser les conflits, en réalité pour appuyer les Noirs. Alors, il fait ça, c'est-à-dire que les Noirs prennent la relève, il occupe le pouvoir, et à partir donc de janvier 1302, le podestat qui s'appelle Cante de Gabrielli, il signe les sentences d'exil pour tous les Blancs qui étaient impliqués dans les vieux gouvernements. Et Dante se trouve parmi ceux-ci. Il est condamné à l'exil pendant 2 ans. Il doit payer une amende pour revenir à Florence. Il doit participer à une sorte de procession en se jetant de la cendre sur la tête. Donc Dante refuse. Et puisqu'il est contumace, donc c'est comme s'il se déclarait coupable. Ceux qui ne se présentaient pas étaient de toute façon condamnés au bûcher. Et alors Dante il ne peut plus revenir parce qu'il a été condamné à mort. Et donc à partir du mois de mars de 302, Dante il est en exil. Alors je ne vous raconte pas tous les pèlerinages de Dante parce que c'est vraiment compliqué. Je vous dis seulement qu'au premier temps, Dante il cherche avec les autres blancs exilés à revenir à Florence par un coup de main, donc par une campagne militaire, mais ça ne réussit pas. Et donc, Dante, il décide à partir de 304 de ne pas plus s'occuper d'organiser quelque chose pour revenir à Florence. Donc, il accepte de toute façon de rester en exil. Il passe la plupart des premières années de l'exil au Casentino, auprès des comtes Guidi, qui étaient des comtes palatins. Et puis, bon, il va un peu nomade dans toute l'Italie, en Lunigiana surtout. Lunigiana, c'est Sarzana, juste la ville entre la Toscane et la Ligurie. C'est un petit endroit. Et puis, parce qu'il pensait toujours de pouvoir revenir, parce que les exilés, de temps en temps, ils étaient rappelés chez eux. Mais Dante, ce n'est pas son cas. Alors lui, après, il abandonne la Toscane et il va donc auprès des villes de l'Italie du Nord, non? Et en particulier Verona et Ravenna dans la dernière partie de sa vie. Alors, mais il y a un moment très important pour Dante, que c'est 1310, quand Henri VII descend en Italie. Alors, Dante il est pris d'un enthousiasme furieux, disons, parce qu'il s'attend de l'intervention d'Henri VII, qui vient pour être couronné à Rome, la pacification, c'est-à-dire l'apaisement des conflits dans sa ville, la ville de Florence, et aussi, de toute manière, dans toute l'Italie. Mais vous savez très bien comment ça va avec l'aventure d'Henri VII. Dante, il a écrit à Henri VII 2 fois, il est allé le voir, peut-être à Milan, ou on dit aussi à Gênes, on n'est pas certain. Et peut-être qu'il a accompagné aussi dans son cortège Henri VII pour un certain temps. Et parce que lui, il avait ses compétences, par exemple, non, pas littéraires, mais disons, pour écrire des épîtres, des lettres. Et donc, on pense qu'on l'a un peu impliqué dans la chancellerie d'Henri VII à un certain moment. Mais Henri VII, il meurt à Bonconvento, en essayant de conquérir Florence. Florence, elle a fermé ses portes, elle a été la ville qui a repoussé le plus violemment Henri VII. Henri VII, il a été couronné d'abord à Milan comme roi d'Italie et ensuite empereur à Rome, non? Mais il a été couronné par 3 cardinaux. Un était luxembourgeois.
s'appelle Nicolas ou quelque chose. Bah, je dis, il s'arrête à Ravenna et là, il meurt en 1321. Alors, je vous ai dit qu'il n'avait pas une profession, il ne pouvait pas gagner sa vie d'une manière régulière parce qu'il n'exerçait aucun métier. Et là, les intellectuels, qu'est-ce qu'ils faisaient en ce temps-là à Florence ou dans l'Italie? Non, soit ils étaient des enseignants, soit des juges, soit des médecins, par exemple. Non, ils exerçaient d'autres professions à côté. Hein. Ils écrivaient des livres, mais ils pouvaient être des enseignants, par exemple. Mais il y avait, c'était intéressant qu'il y avait donc un public potentiel assez haut, puisque je vous ai dit que tout le monde apprenait à lire, écrire et faire des calculs. Donc c'était, par exemple, même la bourgeoisie, elle lisait beaucoup de livres qui n'étaient pas évidemment des théologies thomistes, mais c'était par exemple des textes de contes ou des hagiographies aussi, par exemple des contes de la vie des saints. La bourgeoisie, ce n'est pas une bourgeoisie laïque comme on peut la penser aujourd'hui, c'était des croyants, hein, et donc ils lisaient très fréquemment des textes religieux aussi. Mais disons, un aspect très intéressant de Dante, c'est que dans ses premières années d'exil, il travaille sur deux œuvres. Alors, la première œuvre, c'est Les Convivio. Les Convivio, c'est une œuvre en italien, en florentin, pardon. Je ne peux pas dire langue italienne parce qu'on est encore loin de là. C'est en florentin. Et lui, il décrit quelle doit être donc la fonction de l'intellectuel. Il dit, moi je suis comme un élève qui est assis au pied des savants attablé à un banquet du savoir. Alors je ramasse les miettes qui descendent de ces banquets du savoir et je les distribue, donc je les dépense à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de connaître, d'accéder au savoir. Non? Donc c'est une fonction de divulgateur, hein, celle que Dante s'attribue. Hein. À part cette œuvre-là, donc il écrit une œuvre en latin. Il écrit deux œuvres en latin, pas plus. Hein. Et ces deux œuvres en latin sont destinées à des savants. C'est pour cela le latin, c'était la langue internationale par laquelle on pouvait juste joindre n'importe quelle place universitaire dans toute l'Europe où tous les savants qui connaissaient cette langue. Alors, il écrit cette œuvre, la première, c'est le De Vulgari Eloquentia, c'est-à-dire la langue parlée, hein, la langue vulgaire. Vulgaire, c'est celle populaire qui est parlée par le peuple. Et lui, d'abord, il reconnaît, par exemple, les liens qu'il y a entre la langue du si, il dit, parce que la langue italienne, on dit si pour dire oui, et la langue de il, hein, et la langue doc. Hein. Il dit que sont juste un groupe à part. Il reconnaît par exemple le grec, il reconnaît les langues slaves, qui sont juste, mais qui sont tout à fait différentes. Donc il y a déjà, disons, l'idée d'une parenté très étroite entre ces trois langues. Mais Dante ne sait pas qu'il vient du latin. Dante, il ne pense pas. Hein. Il n'a pas l'idée que ces langues romanes ont des affinités parce qu'elles viennent du latin. Pour Dante, le latin, c'est une langue artificielle. C'est une langue qu'on a inventée pour la communication entre les savants. Donc, il ne pense pas que les Romains parlaient cette langue, mais que cette langue a évolué. Dante ne connaissait pas l'évolution du latin. Donc, pour lui, c'était une langue artificielle. Et lui, qui fait une sorte d'examen de tous les dialectes qu'on parle en Italie en ce moment-là. Hein. Donc il dit il y a 14 dialectes. Il prend comme point de repère la chaîne des Apennines. Il dit alors il y a 7 dialectes d'un côté et 7 de l'autre. Mais à l'intérieur de chaque dialecte, il y en a d'autres. Il y a d'autres, disons, particularités. Non, par exemple, il s'arrête sur les Bolognaises. Il dit ceux qui habitent auprès de la porte de San Felice, ils ont des mots que ceux qui habitent sur la Strada Maggiore ne comprennent pas.
Donc c'était dans la même ville, il y avait des différences linguistiques assez fortes. Dante, il ressent surtout la nécessité d'avoir une langue qui soit figée, une langue qui ne change pas dans le temps, parce que le changement dans le temps, ça implique que les gens ne peuvent pas se comprendre après. Donc il est à la recherche d'une langue littéraire. Cette langue littéraire devrait être celle qui devrait être parlée dans la cour d'un roi ou d'un empereur, d'un prince. Mais en Italie, il dit que ça n'existe pas, la cour du roi, ça n'existe pas. Donc, ce serait là où les intellectuels se réunissent et pourraient donc produire cette langue. Et pour lui, donc, la langue, ce n'est pas vraiment quelque chose, je dis, ça pénètre vraiment de la collaboration des intellectuels. C'est une langue littéraire, hein, c'est pour l'écrit, hein, c'est pas pour parler. Pour parler, ça va très bien la langue naturelle, chaque dialecte oui, sa noblesse à lui. Mais pour la langue littéraire, il faut avoir une langue figée. Les linguistes qui viendront après, ils ont toujours regardé cette œuvre de Dante comme une œuvre très importante parce qu'on devait juste fonder la langue italienne. Et là, Dante, il présentait une sorte de solution. Machiavelli, par exemple, qui a écrit un discours sur la langue italienne, il prend beaucoup de suggestions de Dante. Donc, ce n'est pas simplement un intellectuel du Moyen-Âge. Je dis, bon, il a eu une suite, pas seulement dans la littérature, mais aussi, par exemple, dans la réflexion sur la langue. Je vous parle donc, comme dernier sujet, du deuxième texte très important qu'il écrit quand il est en exil, mais dans la dernière partie de sa vie, que c'est Il De Monarchia, c'est-à-dire l'œuvre qu'il a écrite sur la suggestion de la descente d'Henri VII en Italie et qui réfléchit sur la fonction de l'empereur. Hein. C'est l'unique œuvre complète qu'il a écrite en latin en cette période. Elle est divisée en 3 livres. Et là, il démontre d'abord la nécessité qu'il y ait un empereur. C'est indispensable pour assurer la paix. Alors l'empereur doit être celui qui possède tous les biens de la terre, tous les biens, parce que c'est l'empereur, donc c'est celui qui régit tous les terres qu'on connaissait, non, à ce temps-là. Et donc, puisqu'il possède tous les biens, il n'est animé par aucune envie envers les autres, et donc il n'y aura pas de guerre. Parce que les biens, ils appartiennent à l'empereur, donc les intérêts personnels ne peuvent plus entrer, et la paix serait assurée par ces moyens, en assurant donc l'existence d'un empereur. Le deuxième livre s'occupe donc de l'Empire romain, et le troisième, c'est le plus important du point de vue politique, hein, parce qu'il répond à la théorie de Boniface VIII qui avait soutenu la supériorité du pape, hein, du pouvoir du pape sur l'Empire, hein, parce que Boniface VIII, il avait écrit une bulle qui s'appelait Unam Sanctam, dans laquelle il disait que alors, le pouvoir descendait de Dieu au pape, et puis c'était le pape qui octroyait généreusement une partie de son pouvoir à l'empereur. Donc l'empereur devait être obéissant au pape, hein, de toute façon. Dante soutient que non, c'est pas comme ça, que le pouvoir, Dieu l'a confié une partie, les pouvoirs spirituels au pape et les pouvoirs temporels à l'empereur, hein, et qui sont donc tous les deux indépendants l'un de l'autre, parce que l'homme, dans sa vie, il peut poursuivre un but qui serait celui du bonheur sur terre, et là, on n'a pas besoin du pape, c'est simplement l'empereur qui peut assurer ces bonheurs, et de l'autre côté, il y a le pape qui peut donc conduire l'homme à rejoindre ce bonheur, mais c'est le bonheur du delà, hein, c'est le bonheur spirituel, et donc, mais c'est tout à fait séparé. Donc l'empereur et le pape, ce sont deux soleils
Boniface VIII avait soutenu que le pape, il était le soleil, et que l'empereur, c'était la lune, qui tirait sa lumière, donc du soleil pape. Et Dante, non, il soutient qu'ils sont des soleils, qu'il y a des soleils, même dans la Divine Comédie, il en parle souvent, et donc que chacun est dans son domaine indépendant et autonome. Donc vous voyez que c'est une théorie qui sera reprise, par exemple, par les intellectuels du siècle suivant. Hein. Par exemple, à la cour de Ludovic le Bavard, hein, il y avait Marsil qui a soutenu l'indépendance absolue du pouvoir temporel par rapport au pouvoir spirituel. Moi, j'ai terminé un peu mon exposé, ces sortes d'itinéraires sur la situation de Florence et de Dante, pour vous montrer quelle a été l'importance aussi de sa pensée, c'est-à-dire que Dante, il aurait été vraiment le plus savant, le plus avisé, le plus intellectuel de son époque, même s'il n'avait pas écrit la Divine Comédie. Mais il l'a écrite, heureusement. Bon, c'est tout. Je vous remercie beaucoup. Je suis très contente de vous avoir vu, d'avoir... Oh non, merci.